Oui. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des municipales avec cette interrogation vers un chamboulement dans les communes. Est-on en train de se diriger vers un chamboulement dans la direction des communes au Togo? Question suscitée par les résultats provisoires en tout cas de ces élections municipales, les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante qui place largement en avance le parti UNIR, qui aussi, quand on rentre dans les détails, les quelques partis politiques ou indépendants qui ont obtenu quelques sièges, quand on veut, puisqu'il faudrait encore faire des élections entre eux pour élire les maires, quand on imagine la configuration, il y a de fortes chances que le parti uni revienne avec pratiquement tous les sièges, à l'exception de quelques-uns, rares peut-être. Va-t-on s'obliger à des négociations, à des discussions de couloir, ou plutôt au regard de cette configuration, est-ce qu'on ne se dirige pas finalement vers carrément des mairies totalement dominées par ou bien dirigées par le parti UNIR? N'y aura-t-il pas de chamboulement dans l'organisation, dans l'administration des communes? C'est notre interrogation. Chers invités, vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. La parole est donc à vous. Non, je crois que l'expression a été bien choisie. Vous parlez de chamboulement. Oui, parce qu'il y aura véritablement un chamboulement dans les communes. Je mets quand même des réserves par rapport à cette affirmation, parce que vous l'avez dit, il y a une certaine hégémonie du parti au pouvoir sur ces élections communales. Là, dans tous les cas, les résultats l'attestent. Donc, l'UNIR a remporté les élections à 75% et donc 25% revient à toute l'opposition togolaise à des listes indépendantes. Donc, comme vous l'avez dit, on connaît très bien la procédure d'élection des maires, c'est-à-dire qu'après les élections, après l'élection des conseillers municipaux, il faut procéder également à l'élection des maires adjoints également, et aux différentes commissions également qui seront mises en place dans les communes pour le bon fonctionnement des dites communes. Donc c'est le jeu des alliances, mais tout porte à croire que la carte, quand vous essayez de voir la cartographie des 117 communes, l'UNIR est bien parti pour diriger une grande partie vraiment des communes. Ça, il faut le dire, même si il y a des communes quand même qui risquent quand même de l'échapper. Donc c'est le jeu des alliances qui vont dicter la conduite à tenir des partis politiques. Donc je crois qu'aujourd'hui le plus important pour les partis d'opposition également, c'est d'être dans une approche anticipative pour rentrer également en négociation avec les différents acteurs pour pouvoir également diriger ces communes-là. Mais même quand on n'est pas maire et qu'on fait partie quand même de l'exécutif, ce qui veut dire qu'on a quand même un impact et qu'on peut également prendre un certain nombre d'initiatives politiques qui peuvent également impacter les administrés. Donc c'est très important de souligner dans ce sens. Donc les résultats l'attestent. Il y a une victoire hégémonique de l'UNIR sur ces élections-là. Et donc, on attend les résultats définitifs qui seront proclamés par la Chambre administrative de la Cour suprême, puisque ce sont des élections locales. On verra dans les prochains jours si ces résultats-là seront retenus, ou bien il y aura quand même des modifications substantielles. Y aura-t-il modifications substantielles ou pas? Mais je crois qu'il y a des cas déjà qui font cas de jurisprudence. Je crois que la Chambre administrative de la Cour suprême n'a pas vraiment tendance à chambouler les résultats. Bon, maintenant, le code électoral est quand même assez clair, c'est-à-dire que tous les partis politiques ont 5 jours pour exercer un recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Les résultats ont été proclamés hier par la Commission électorale nationale indépendante. Donc, on verra quels sont les partis qui vont exercer des recours. Est-ce qu'il y aura véritablement des arguments à faire valoir? Et si le juge administratif sera quand même assez attentif aux réserves émises par les partis d'opposition sur un certain nombre de cas? Voilà. Alors, on attend donc de voir pour vous, il n'y aura pas quand même assez de chamboulement. Oui, non, mais parce que j'ai étudié la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour suprême et je sais très bien que le juge administratif togolais n'a pas... Bon, non, s'il y a des arguments à faire valoir, le juge administratif procède
disons, la modification substantielle des chiffres qui sont avancés par la CENI. Bon, c'est ce que je dis, c'est-à-dire, quoi qu'on le dise, il y aura quand même un rapport de force. Quand je parle rapport de force, c'est un euphémisme. Je veux parler des arguments juridiques à faire valoir. Mais la jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour suprême me pousse à dire qu'il n'y aura pas un changement substantiel. Il n'y aura pas de changement substantiel. Ça, c'est au niveau, en tout cas en ce qui concerne les recours. Oui. Gabin Adjao, est-on en train de se diriger vers un chamboulement dans la gestion, la direction de nos communes au regard des résultats provisoires de ces élections municipales? Bon, un chamboulement, non, je ne suis pas sûr. Parce que déjà, lors des précédentes élections municipales, c'était UNIR qui avait dirigé la majorité des communes. Et on a vu le résultat. Les résultats pour la plupart des observateurs qui ont dit que bon, ça a été un bilan assez catastrophique quand même. Ça veut dire que ce bilan catastrophique-là est porté ou bien imputé à la majorité des mairies dirigées par des maires unis, si je peux le dire ainsi. Donc à un moment donné, il faut se dire que on est parti aux élections et moi j'ai fait quelques observations dans les normes. Il y a certaines zones qui étaient réputées acquises au parti au pouvoir UNIR, notamment dans la COSA. Mais il y a d'autres partis de l'opposition qui ont eu quand même des conseillers municipaux là-bas, dans ces zones-là. Et même dans le Golfe, avant, UNI a gagné pratiquement tous les sièges dans certains golfs. Mais aujourd'hui, il y a des partis politiques et des listes indépendantes qui ont aussi réussi à avoir des conseillers municipaux dans ces zones. Ça veut dire qu'UNIR aussi a perdu du terrain. UNIR aussi a perdu du terrain. Les partis politiques de l'opposition, notamment l'ANC, c'était l'ANC qui est implanté sur toute l'étendue du territoire et qui positionnait des candidats sur toute l'étendue du territoire national. Mais cette fois-ci, ce parti-là a juste positionné des candidats dans une quarantaine de communes. Et vous aurez pu constater aussi que bon, ils ont eu un résultat, c'est assez louable, au moins 51 conseillers municipaux, ce n'est pas donné à tout le monde, vu tout ce que le parti a traversé depuis 2020 jusqu'à maintenant. Ils essaient de se maintenir, de jouer de leur va-tout. Malgré cela, ils ont aussi perdu du terrain dans le Golfe 4 parce que avant ils avaient 8 conseillers dans le Golfe 4 en 2019 et cette fois-ci ils sont revenus avec 5 conseillers municipaux. Donc ça veut dire que eux aussi ils ont perdu du terrain. Et même dans le Golfe 1, ils ont perdu du terrain aussi parce que entre-temps le maire Gomado qui était un partisan de l'ANC aujourd'hui a créé un mouvement Tovia qui a gagné des sièges dans le Golfe 1. Donc on peut dire aussi que et le parti au pouvoir et les partis de l'opposition et même des listes électorales indépendantes qui étaient déjà qui avaient déjà participé aux élections ont perdu du terrain, d'autres ont gagné du terrain parce qu'au nouveau. Maintenant, quand tu vois la configuration, il n'y a pas véritablement de chamboulement parce que UNIR va conserver la majorité des communes, comme ce fut le cas, sauf que, bon, peut-être il y a d'autres zones qui vont s'ajouter à sa mairie, mais tout part de la négociation en fait. Parce que c'est maintenant les conseillers municipaux, ça va être une vote assez restreinte. Ce sont les conseillers municipaux qui vont se charger maintenant d'élire les maires. Et là, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Des gens qui vont dans d'autres maisons, on avait vu lors des municipales passées où des conseillers municipaux qui sont de l'opposition ont eu à voter pour un maire qui est UNIR, alors qu'il y avait déjà un opposant qui a postulé pour devenir aussi maire. Donc on peut dire que c'est compte tenu des offres, c'est compte tenu des offres qui aura à faire que bon, les conseillers municipaux vont se décider. Maintenant, concernant l'élection même globalement, il y a eu tellement de choses, Il y a eu tellement de choses parce que déjà, quand on vous parle de 694 bulletins nuls, plus de 8000 bulletins contestés, et déjà, il y a plus de 2 500 000 qui ne sont pas allés voter. Vous voyez un peu que c'est un désintéressement et un problème au niveau des élections aujourd'hui. Vivement que les institutions qui seront chargées, la Chambre administrative de la Cour constitutionnelle, qui va se charger de proclamer les résultats, ne battent pas en brèche toutes les remarques qui ont été faites sur le terrain
par les candidats. Parce qu'on a parlé de bourrage d'urnes et autres là, il y a eu des vidéos qui ont eu à circuler. Vivement qu'ils aient les éléments nécessaires pour authentifier ces vidéos et que ces gens-là qui se sont livrés à ces basses besognes soient punis véritablement, parce qu'on ne peut pas permettre ce genre de choses en 2025, ces choses-là qui salissent véritablement l'image du pays, parce que ces images-là, mais ça parcourt tout le monde, hein. Ça va un peu partout dans le monde. Là, on se dit, ben, c'est dans quel pays on est en train de faire ça en 2025. Donc, à un moment donné, il va falloir que l'institution qui va proclamer les résultats définitifs ne dise pas juste que non, ce sont juste quelques... comment on dit ça là même quelques petits incidents qui ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des élections. Ceux-là qui se livrent à ce genre de bourrage d'urnes et autres avec vidéo à l'appui pour aller montrer aux candidats qui les ont envoyés que bon, voilà, le travail a été fait, ils doivent être punis. C'est très important. Et aussi, il va falloir qu'on remette la participation des élections par les Togolais au centre même de la lutte citoyenne. Parce que déjà, si les populations ne croient plus au vote, c'est assez grave. Ça, c'est un chiffre donné par l'institution qui a organisé les élections, la CENI. Mais sur le terrain, c'était pas l'affluence. Oui, mais Adjao, la CENI a expliqué. Et quand vous voyez les statistiques, et c'est dans le sud carrément qu'il n'y a pas eu réellement d'affluence, mais quand vous voyez les statistiques, à partir de on ne peut pas, nord, il n'y a personne. Le nord, c'est trop, des plateaux. Docteur, vous allez voir qu'il y a eu moi, je parle sur le contrôle des journalistes. Je suis journaliste aussi. Moi, je parle sur la base des chiffres donnés par la CENI. Je vous écoute. Et je vous explique que la CENI a dit qu'il y a ce taux de participation. En tout cas, en avoir ça comme argument, la participation élevée en dehors de Lomé, et qui est faible aussi, très faible à Lomé. Et donc, dans votre analyse, il ne faut pas juste se baser sur Lomé, si je suis dans la logique de la CENI. Docteur, Zio n'est pas loin de Lomé. Bien sûr. J'ai des amis qui sont candidats dans le Zio. Ils m'ont rapporté les mêmes choses. Ils ont envoyé des photos de l'affluence qu'il y avait. Il n'y avait pas d'affluence dans les établissements scolaires. Même dans le Tone, là où le président du Sénat a voté, mais sur plus de 400 inscrits, c'est à peine on a trouvé 100 votants. Oui, mais... Donc, à un moment donné, il ne faut pas nous dire que non, ça s'est limité à Lomé, c'est à Lomé qu'il n'y a pas eu de participation. Même que ce soit dans les lacs, on a eu des retours. Donc, je ne suis pas en train de contester les chiffres de la CENI. La CENI a fait son travail. Moi, je ne calcule pas mieux les pourcentages que la CENI. Mais je veux dire, les plus de 2 500 000 Togolais qui sont restés à la maison, ça compte. Ça compte véritablement. Mais si on veut bien faire les choses, il va falloir remettre ça au centre même des discussions. Qu'est-ce qui fait que ces plus de 2 500 000 de Togolais sont restés à la maison? Comment se fait-il qu'il y a eu des gens qui se sont déplacés pour aller voter, mais ont librement décidé de faire plus de 6 000 bulletins nuls, des gens qui aujourd'hui contestent 8 000 bulletins, plus de 8 000 bulletins, et aujourd'hui, dans le Golfe 2, mais il y a eu plus de 3 000 votes par dérogation. Comment cela se fait en fait? Donc, à un moment donné, il faut corriger les irrégularités pour essayer de remettre le peuple en confiance. Parce que ça va en décrescendo en fait. Déjà, lors des dernières élections, il n'y a pas eu véritablement d'affluence. Élections législatives, je vais parler. Il n'y a pas eu véritablement d'affluence. Même en 2018, il n'y a pas eu tellement d'affluence. En 2019 aussi, il n'y a pas eu tellement d'affluence. Maintenant, municipal 2025, vous voyez un peu qu'on dit officiellement plus de 2 millions de Togolais, combinés avec les bulletins contestés, bulletins nuls et autres là, ça tend vers les 3 millions qui véritablement ne se sont pas prononcés. Donc, il faut comprendre aussi ce message de la frange de la population qui ne s'est pas déplacée pour aller voter. Moi, je ne vois pas ça comme une victoire de UNIR ou bien l'échec de l'opposition. Le plus important, c'est d'arriver à faire développer nos communes. Et quel a été le bilan? Parce que la plupart du temps, on nous parle du fait que, non, pendant que les opposants faisaient ci, le parti au pouvoir était sur le terrain. Non. En politique, le terrain, surtout quand tu es au pouvoir, c'est le processus de développement. C'est le développement que tu implémentes dans ton pays. C'est ça qu'on appelle terrain, hein. Sinon, aller dans les villages et rencontrer les populations, ça ne veut absolument rien dire. Mais qu'est-ce que tu implémentes? Qu'est-ce que tu apportes au niveau du développement dans ton pays? C'est ça qu'on appelle
le terrain en politique. Sinon, les histoires de les gens d'unir étaient déjà sur le terrain pendant que l'opposition appelait au boycott ou bien au report des élections, c'est un faux problème. C'est un faux problème véritablement. Donc moi, je veux qu'on remette au centre le fait que les populations, une frange des Togolais, aient décidé de ne pas aller aux élections, de ne pas aller donner leur voix à un candidat, à un quelconque candidat qui ce soit. Merci beaucoup à vous, Gabin. Oui, Ashraf, vous voulez réagir? Non, mais je crois qu'une observation empirique, disons des éléments factuels ne permettent pas de remettre en cause véritablement le taux de participation avancé par la CENI. Je crois qu'il n'y a qu'un travail scientifique conséquent. Si M. Diao avait fait un travail scientifique conséquent, il aurait pu peut-être nous donner quelques statistiques sur le taux d'abstention. Bon, on a un taux d'abstention qui est autour de 45%. Un taux de participation qui tourne autour de 55%. Oui, c'est beaucoup. Je ne dis pas que c'est négligeable, mais au-delà de tout, c'est que il y a quand même une volonté manifestée également des Togolais d'aller à ces élections-là et de désigner également des maires. Tout ce qu'on peut regretter, c'est qu'on a quand même des élus locaux qui n'ont pas quand même un bilan quand même assez louable, mais qui seront presque reconduits. Et donc, il appartient à l'opposition de tirer véritablement les leçons et de tenir un autre discours pour convaincre ces électeurs-là et orienter le choix de ces électeurs vers eux. Donc moi je pense que aujourd'hui le plus important c'est l'approche anticipative des partis d'opposition parce qu'il faut aller très vite en négociation pour non seulement être maire mais rentrer dans l'exécutif. Parce que lorsqu'on est dans l'exécutif, on a quand même une part importante des décisions qu'on aura à prendre pour impacter les administrés. Donc si on n'est pas dans une approche anticipative, on risque de se faire encore une fois voler la vedette, c'est-à-dire que l'UNIR également risque d'être hégémonique et de diriger des mairies. Donc je crois que... Entrer dans l'exécutif, c'est qu'il faut aussi des jeux d'alliance. Est-ce qu'on peut déjà entrevoir des jeux d'alliance peut-être inespérés il y a de cela quelques mois qui se profilent peut-être à l'horizon au regard de la configuration qu'on a. Oui, effectivement, on peut avoir des alliances qu'on peut qualifier de contre-nature. Donc, on se pose la question, est-ce que la discipline collective du parti va l'emporter sur disons la liberté d'esprit, sur la liberté d'esprit d'un certain nombre de conseillers, parce que vous avez un certain nombre de conseillers qui peuvent se soustraire des directives du parti et estimer que telle personne a des compétences avérées pour diriger la mairie, même s'il appartient à un parti politique qu'on juge, qu'on qualifie d'adversaire, on peut quand même s'allier à ce dernier-là pour diriger la commune. Moi, je crois que le plus important, c'est de regarder des gens qui ont des compétences avérées et qui peuvent apporter une plus-value. Dans la plupart du temps, c'est la discipline collective du parti qui l'emporte. Et quand la discipline l'emporte, est-ce que le choix la personne choisie a véritablement les compétences pour pouvoir présider à la destinée des communes. Moi, je crois qu'il faut un peu changer la philosophie ou l'approche qu'on a du choix des maires. Il faut des maires qui ont quand même des ambitions et qui peuvent véritablement donner une plus-value à la gestion des communes dans les prochaines semaines. Donc, il y a une volonté manifeste, moi je l'ai souligné. Et je crois qu'il faut aussi donner du mérite aux présidents de CELI, qui sont la plupart des magistrats et des juges, qui ont aussi fait du bon boulot. Parce que quand vous avez des membres de CELI qui sont composés de plusieurs partis politiques, un juge est censé quand même être impartial. Et donc ces présidents de cellules-là sur l'ensemble du territoire ont essayé de faire du bon travail. C'est eux qui ont transmis quand même les résultats à la CENI. Donc ce qui veut dire que sans le travail ardu des membres de CELI et des présidents de CELI, qui sont des démembrements de la CENI n'aura pas les résultats escomptés aujourd'hui. Donc je crois que mon confrère, M. Diao, a souligné un cas. Il a parlé par exemple des incohérences ou des cas qu'on a constatés sur les réseaux sociaux, qui sont quand même assez virulents sur les réseaux sociaux. Le juge administratif n'a pas une prérogative d'autosaisine. Ce qui veut dire que le juge ne peut pas s'autosaisir. Il appartient d'opposition d'exercer un recours et d'apporter des preuves matérielles à leurs accusations. Oui, là je vais te dire quelque chose. Oui. Déjà, il y a eu des élections.
où des gens ont eu à apporter des preuves et autres là, mais la Cour s'était prononcée en disant que non, ils n'ont pas la capacité d'authentifier les vidéos et photos envoyées. Vous voyez un peu. Donc depuis lors, il faut se doter quand même de ces logistiques-là qui nous permettent d'authentifier ce genre de vidéos et punir pour que demain, les mêmes choses ne se reproduisent plus. Parce que c'est à cause de ce genre de choses que les gens se disent que ça s'avère ou pas, que les gens se disent, quand on permet de faire ce genre de choses, à quoi bon aller voter encore si déjà à 6h ou bien à 7h du matin, avant l'ouverture des bureaux de vote, les urnes sont déjà bourrées. Oui, ce sont les insuffisances de la justice institutionnelle togolaise également qu'il faut corriger. Donc il faut justement, je pense que c'est des palliatifs à ça. Gabin Adjago, rapidement, est-ce qu'on peut imaginer des alliances pour la gestion de ces communes, pour le vote des maires ou bien le choix des maires? Est-ce que des partis qui ont des positionnements ou des objectifs carrément différents peuvent arriver à se parler et faire des jeux d'alliance pour pouvoir conquérir certains postes de maire? Oui, Ashrafa parlait de compétences. Là, c'est très important quand même d'avoir quelqu'un de très compétent et surtout quelqu'un qui sait mobiliser, qui sait fédérer les énergies. C'est très important. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et plus précisément au Togo. Il est à noter que quand même les leaders politiques ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Donc à un moment donné, chacun va vers l'autre et il y a eu des négociations. On l'avait déjà vécu en 2019 où des conseillers municipaux ont voté pour des maires de l'opposition et vice-versa. Donc, à un moment donné, il faut se dire que, bon, déjà, il y a cette compréhension de la part des conseillers municipaux et surtout, tout va dépendre de l'offre que vous allez faire à ces conseillers municipaux-là, parce que là, c'est très important. Je ne parle pas en termes d'argent, les gens disent que l'argent circule beaucoup, mais quoi qu'il en soit, celui qui va porter sa voix sur toi, il va falloir le séduire. Et tout va partir de là. Je suis sûr que il y aura encore de ces genres de choses où on va assister à un vote de maire par les conseillers municipaux de l'opposition et vice-versa. Et voilà, ça va continuer. Sinon, c'est très bien qu'il y a certains maires, dès qu'ils sont élus conseillers, des maires sortants, dès qu'ils sont élus conseillers municipaux, ils vont garder leur mairie. On le sait très bien parce que pratiquement, dans leur zone, ce sont les mêmes personnes qui, en 2019, avaient participé à ces élections-là, qui sont réélues aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas véritablement de sommet. Qui ne dit pas son nom. Oui, donc, je pense que c'est une très bonne chose aussi que ces maires-là continuent dans cette lancée parce qu'ils avaient déjà implémenté un processus de développement dans leur commune. Il va falloir qu'ils continuent encore et vivement qu'après... Bon, pourquoi? C'est ça qui sera compliqué. Non, ces maires dont je suis en train de parler, ils ont cette majorité-là. Toujours le jeu des alliances. C'est pour cette raison qu'on parle du sens aigu de l'intérêt général. Si on a le sens aigu de l'intérêt général, on trouve quelqu'un de compétent et qui peut véritablement faire promouvoir l'intercommunalité, gérer bien. Position pour tel ou tel autre tel parti, parce que c'est les intérêts des administrés qui doivent primer absolument. Donc, je crois que dans les prochaines semaines, les partis politiques, certes, donneront des directives aux conseils municipaux, mais il ne faut pas perdre de vue vraiment les intérêts des administrés. Oui, 30 secondes. Pour finir, il va falloir qu'on décrispe un tout petit peu l'atmosphère politique au Togo, parce que il faut ouvrir le champ politique. Les partis politiques n'ont pas la possibilité de faire leurs activités dans toutes les zones du Togo. Et certains préfets s'y opposaient et autres là. Donc, ce qui fait que ces partis politiques-là ne sont pas visibles à l'intérieur du pays, dans d'autres zones. Donc, à un moment donné, il va falloir ouvrir le champ politique. Premièrement, permettre à ces partis politiques-là de faire leurs activités ici à Lomé, dans le Zio, et un peu partout, et même à l'intérieur du pays, pour qu'on ne dise pas après que, pendant que vous étiez à Lomé, il y a un parti qui est sur le terrain et autres là, alors que un parti qui est en train de gouverner, on parle beaucoup plus de bilan et non d'affaires de terrain. Moi je crois que le cadre juridique doit... Une seconde. Non, juste pour dire que effectivement, très souvent également, on accuse les autorités déconcentrées également à tort. Moi, je crois que le plus important, c'est qu'il faut respecter la loi Bojona du 13 mars 2011 qui encadre la loi. Voilà, la liberté. Merci beaucoup à vous tous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Vous aurez chacun maximum 1 minute pour mot de fin, Gabin.
Oh, moi, j'ai pas grand-chose à dire, sinon mes félicitations à nos amis qui ont participé à ces élections. Louis Kamako, Samir, Gilda Sadiakoto, les journalistes surtout, parce qu'il faut véritablement les féliciter. Ils sont allés toucher du doigt ce que les politiques vivent sur le terrain. Ce n'est pas un échec, même s'ils n'ont pas réussi, ce n'est pas un échec. Au moins, ils ont appris quelque chose, ils savent comment ça se déroule le processus électoral. Félicitations à eux. Gabin Adjao, vous êtes juriste et directeur des cabinets juristes consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, tu m'as coupé avant mes 1 minute. Non, mon mot de fin, je crois que je vais me permettre de rebondir. Je crois que vous êtes des acteurs majeurs de l'événement qui a eu le mois passé. Je veux parler de mon ouvrage sur la Cour constitutionnelle. Donc, je crois qu'il y a quand même une production intellectuelle dans ce pays-là. On a des compétences avérées. Pour moi, j'ai vraiment un attachement très fort aux compétences endogènes. Je crois qu'il faut faire confiance à ceux qui œuvrent, disons, à la prospérité de ce pays-là pour qu'on puisse véritablement atteindre le cap de l'émergence que le peuple togolais a tant souhaité. Merci beaucoup. Ashraf Ourosama, vous êtes juriste, analyste politique et aussi le directeur du CREPIA. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Pierrick Obanikwa à la réalisation, à Xavier Koudanou, Solange Guéli, Richard Amedessou, Prudence Makouvi à la diffusion. Merci à Stéphane Kouonou et Thomas Choi à la caméra. Merci beaucoup aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Voilà, merci.